Et avec nous pour en parler, Gotcha Javakishvili, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de Géorgie en France. Vous avez démissionné en avril dernier de votre poste pour protester contre le tournant pro-russe de votre pays. Alors j'ai déjà une petite idée de la réponse, mais est-ce que vous reconnaissez le nouveau président géorgien aujourd'hui ? Bonsoir. Et je fais partie de ces Géorgiens qui contestent la légitimité des résultats des élections du 26 octobre. Et par conséquent, et je fais partie de ces armées des Géorgiennes qui manifestent tous les jours depuis près d'un mois, dans le froid, sous la pluie, et malgré voilà, toutes ces difficultés, la répression, effectivement, de la part des forces de l'ordre. Et ce sont, pour la plupart, et en général, ce sont des manifestations pacifiques. Il y a beaucoup de jeunes que les manifestations précédentes politiques n'ont jamais connu. Et il n'y a aucun autre sujet politique qui fait sortir autant de monde. Les Russes sont vraiment noirs de monde et qui contestent la légitimité des résultats, qui demandent de nouvelles élections libres. Qui demande également la libération de tous ces manifestants qui ont été arrêtés, emprisonnés lors de ces manifestations pacifiques. On reviendra sur le poids de ces manifestants dans un instant. Je voudrais revenir sur l'homme qui est à la manœuvre. On parle toujours du même, ce fameux oligarque Bidzina Ivanishvili, fondateur de Rêve Georgien, ancien Premier ministre de Géorgie. C'est vraiment lui qui concentre aujourd'hui tout le pouvoir en Géorgie et qui décide qui sera le prochain président ? Tout le problème, pour moi, tout le problème réside dans cette situation réelle qui s'est installée dans la politique, dans la démocratie géorgienne. Et justement, c'est pour moi ce que j'ai considéré problématique aussi, et ce qui était une des raisons de ma démission, c'était la veille pratiquement de ma prise de décision, le 29 avril, il s'est adressé à la population et c'est dans le cadre de ce discours que j'ai senti que ce gouvernement allait saboter l'intégration européenne avec des lois très contestées qui ont été adoptées par le Parlement et initiées et inspirées par ce dirigeant de facto de notre pays. Et quand je parle du problème de la démocratie, c'est qu'il n'y a plus de démos qui participe à la gestion du peuple, mais s'il y a une seule personne qui décide pour tous, et pour tout, et pour tous, et c'est lui qui a considéré qu'aujourd'hui, quelles que soient les bonnes volontés qu'il est en train de prétexter, comme les turbulences dans la géopolitique mondiale, que les difficultés que traverse l'Europe, etc., quelles que soient les raisons, les jeunes et les manifestants ne veulent pas laisser à une seule personne décider pour tout le monde, pour toute la population. Et ces jeunes qui, à juste titre, qui considèrent que la question de leur avenir n'est pas décidée à être pris comme cible par cette personne qui juge la politique comme le business, son projet en quelque sorte. Il considère qu'aujourd'hui, il lui semble bon de tourner plutôt vers la Russie et de tourner le dos à l'Europe, alors que cette opinion n'est pas du tout partagée par la plupart de la population, y compris la suspension jusqu'à 2028, la politique de l'intégration européenne qui est inscrite dans la Constitution et qui anime cet espoir, ce rêve européen anime tous les Géorgiens, était considéré aussi comme une trahison, y compris parmi le camp qui avait soutenu le rêve géorgien, c'est-à-dire le parti au pouvoir, parce que s'ils avaient déclaré qu'ils avaient l'intention d'arrêter l'intégration européenne, il aurait encore moins de votants pour eux. Comment vous l'expliquez, cette dérive autoritaire ? Comment il a pu autant concentrer de pouvoir ? C'est grâce à la Russie, tout ça, en sous-main ?
Écoutez, quand on dit c'est un projet de Poutine, que la Russie l'avait diligenté, c'est-à-dire envoyé en Géorgie, et que, bon, enfin, je ne crois pas qu'ils reçoivent tous les matins les instructions du président russe, mais tout simplement parce il a beaucoup vécu en Russie dans la période soviétique, et pour moi, je pense que c'est un produit de cette mentalité plus ou moins soviétique ou post-soviétique. Et justement, ce qui se passe actuellement aujourd'hui, c'est qu'on assiste, enfin, cette Géorgie soviétique est en train d'accoucher une nouvelle Géorgie libre et indépendante, et une Géorgie européenne. Et justement, c'est cette concentration du pouvoir entre les mains de cet oligarque qui possède la force principale, c'est sa fortune. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a en fait impliqué plusieurs personnes, y compris les hommes et les femmes politiques, et il a financé des projets. Et donc il est devenu connu en tant que mécène, et tout d'un coup il a déclaré son intention de venir au pouvoir. Et comme c'était jusque-là, c'était un homme à l'ombre qui s'occupait de bienfaisance et qui finançait des projets de développement d'infrastructures, etc. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il a investi beaucoup d'argent dans le développement de l'infrastructure, mais maintenant on considère que quel que soit l'apport qu'il a, son apport personnel, on ne peut pas sacrifier la démocratie du pays aux intentions, quelle que soit sa volonté, sa bonne volonté. Alors face à lui, il y a désormais une personne qui incarne véritablement l'opposition en Géorgie. C'est cette fameuse présidente sortante, Salomé Zourabichvili, qui a décidé qu'elle restait la seule dirigeante légitime aujourd'hui de la Géorgie. Elle a accepté de quitter le palais présidentiel aujourd'hui. Au début, elle souhaitait y rester physiquement. Elle a fait le choix de ne pas se confronter physiquement aux forces de sécurité géorgiennes. De quelle manière désormais cette lutte peut s'incarner en Géorgie? On a à la fois cette femme, on a tous ces manifestants derrière elle. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Effectivement, c'est Madame Salomé Zourabichvili qui est une véritable tête, maintenant chef de ce mouvement de résistance qui dure depuis un mois, et c'est cette contestation qui s'appuie sur la vérité, comme ils disent, comme ils croient très fortement qu'ils ont raison. Et ces jeunes, ces Géorgiens, ces intellectuels qui manifestent tous les jours dans les rues de Tbilissi, mais non seulement dans la capitale, mais c'est pour la première fois que ça arrive en Géorgie. Toutes les grandes villes, même des petites villes, manifestent, les villages, les groupes par profession, les acteurs du cinéma, les universitaires, les scientifiques, les chanteurs, les musiciens. Mais pour l'instant, ça ne donne pas d'effet. Pour l'instant, il n'arrive pas à faire plier le pouvoir. Mais le pouvoir voit également que la contestation ne s'arrête pas, et elles ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne voient pas que leur voix est entendue, parce que ignorer la volonté du peuple, ça touche directement à la dignité des Géorgiens, et le sentiment de dignité chez les Géorgiens a toujours été très forte. Et Salomé Zourabichvili, ce n'est pas parce qu'elle veut s'accrocher au pouvoir, mais c'est comme elle ne reconnaît pas les résultats des élections, elle se considère dans l'obligation d'assurer l'intérim et de continuer d'assurer son rôle de la présidente, et vis-à-vis de la communauté internationale qui ne connaît pas, pour la plupart d'ailleurs, la légitimité de ce gouvernement élu par un parlement dont les élections n'ont pas été reconnues légitimes. Justement, qu'est-ce qu'elle peut faire, la communauté internationale? L'Union européenne a déjà pris des mesures. Elle a bloqué, suspendu le processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Elle a appelé à de nouvelles élections législatives. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Des sanctions économiques? Les sanctions ont été déjà annoncées par un certain nombre de pays de l'Union européenne. La réflexion continue aussi, ce que l'Union européenne peut faire davantage. Les États-Unis ont annoncé des sanctions très sévères,
à l'égard de Bidzina Ivanishvili personnellement, ainsi que toutes les personnes qui sont liées soit à la suppression de forces de manifestation ou qui sont liées directement à la dérive antidémocratique et qui sont considérés comme, enfin, dont les actes sont considérés comme des actes contre la démocratie européenne. Et les Géorgiens considèrent que ils sont, quel que soit le soutien, ils sont sur la bonne voie, c'est-à-dire ils exigent de la politique des dirigeants actuels politiques, les nouvelles élections, et quels que soient les résultats qui sortiront des élections libres, où les Géorgiens pourront s'exprimer librement sans qu'on leur impose un choix. Il y a, par exemple, pour les élections précédentes, il y a des villages déserts où il n'y a personne, où le parti au pouvoir a remporté à 94%, alors qu'on sait que ce sont des villages complètement vidés, les gens sont dans l'émigration à l'étranger. Et donc maintenant, on exige... on demande qu'il y ait de nouvelles élections et quels que soient les résultats, les Géorgiens seront prêts à reconnaître. De toute façon, c'est la règle de la démocratie, comme les résultats seront reconnus, qui sera décidé par la majorité des voix. Vous avez fait le choix de démissionner en avril dernier. 5 autres ambassadeurs, semble-t-il, ont également quitté leur poste, ainsi que des employés des ministères. Est-ce que c'est le signe que finalement le pouvoir en place commence à se fissurer? Est-ce que vous appelez vos collègues à faire comme vous et effectivement à montrer leur contestation de cette manière, en quittant leur poste? Effectivement, quand j'ai démissionné début mai, juste après cette intervention du 29 avril, j'ai pris ma décision. Et je n'ai pas eu de contact avec mes collègues. Justement, je faisais exprès pour que ça ne soit pas considéré comme un appel, mais indirectement, ma démission était un appel aussi à ce que, d'une part, le gouvernement réfléchisse... parce que les ambassadeurs qui démissionnent, ce n'est pas pour rien, enfin, de renoncer à des priorités qu'on bénéficie quand on est ambassadeur. Mais ce que pour les ambassadeurs, c'est l'enjeu, c'est l'objectif aussi de faire avancer le pays vers l'Europe, qui est primordial, qui est prioritaire pour tout le monde, et d'une part, et d'autre part aussi de savoir que si la Géorgie dévie de cette voie dont rêvaient tous nos ancêtres, tous les intellectuels géorgiens considéraient que la culture géorgienne était une culture européenne et que la place de la Géorgie était dans l'Europe, et que c'était une déclaration officielle de ce gouvernement aussi. Nous avons l'article 78 de notre Constitution qui impose à toutes les institutions d'État de faire tout leur possible pour avancer dans cette direction. Et moi, j'ai considéré, malheureusement, j'étais le premier je n'ai pas été suivi de suite, mais il y a 5 autres collègues, petit à petit, qui ont trouvé que la Géorgie n'allait plus dans cette direction constitutionnelle, je veux dire, et cette suspension qui a été déclarée par le Premier ministre de l'époque, M. Kobakhidze, juste le lendemain de la présentation de la candidature de Mikhail Ravelashvili, c'était considéré comme une gifle à la société géorgienne et également à notre but, à nos objectifs européens. Parce que Ravelashvili, quelles que soient ses qualités en tant qu'homme ou footballeur, il n'a aucune qualité pour représenter la Géorgie, pour être chef des armées, pour être chef de l'État, pour représenter la Géorgie, les traités internationaux, etc. Donc c'est ça aussi en résumé qui révolte les Géorgiens. À la fois,
on a l'impression que le gouvernement, les politiques aujourd'hui renoncent à cette voie européenne et les Géorgiens sont très conscients que renoncer à l'Europe ne nous laisse pas 36 solutions comme alternative. Si on tourne le dos à l'Europe, si on s'éloigne de l'Europe, on se rapproche de plus en plus de la Russie. Et la Russie, c'est un pays qui a toujours été et l'est encore la source principale de tous nos malheurs, de tous les dangers de guerre, de conflits, des territoires occupés, des barbelés qui traversent les villes, qui divisent les villages en deux, et qui fait des ravages aussi en Ukraine, dans le pays voisin. Avec laquelle nous partageons le même sort. Merci beaucoup Gocha Javakishvili d'avoir été notre invité pour nous parler de la crise que traverse actuellement la Géorgie.